J'ai plus contact avec ma fille. Une fois qu'on signe le papier de renoncement à ses droits parentaux, on ne devient plus rien pour l'enfant. On sera toujours notifié comme parent biologique. On peut laisser un dossier avec des informations sur qui on est, sur les deux parents, laisser des doudous, une couverture, une lettre, des photos. On peut laisser ce qu'on veut. Par contre, on n'aura plus le droit d'être en contact avec l'enfant, donc c'est pas une décision qui se prend à la légère. Bonjour 20 minutes, je m'appelle Ali Leonardi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mauvaise mère avec Mathieu Abasque, mon acolyte, et je vais vous raconter mon histoire. J'ai décidé de renoncer à mes droits parentaux il y a à peu près 1 an et demi. Et je n'ai jamais voulu être mère. Ma grossesse, je l'ai appris après une opération pour l'endométriose de base. On m'avait placée sous ménopause artificielle et pilule en continu. Du coup, il y a toujours 1% de chance que ça se passe pas comme prévu et je faisais partie de ces 1% de chance. Donc c'est en me réveillant de l'opération pour m'enlever une partie de la vessie de base que la spécialiste de l'endométriose m'annonce qu'en fait, je suis enceinte d'1 mois et demi. Et elle-même n'avait pas compris comment c'était possible. Ils s'étaient réunis avec plusieurs médecins pour un peu comprendre, mais bon, je fais partie de ce 1% de chance. La première phrase que je lui ai dit en apprenant ça, du coup, c'était comment on avorte. Mon cerveau, il n'a pas réfléchi, c'était directement ma première question. Et ce jour-là, il y avait ma maman avec moi, mais elle avait dû sortir de la pièce vu que j'étais majeure et qu'il fallait qu'on me parle seule. Et entre-temps, quand la gynécologue est partie, ma mère est rentrée dans la pièce et je lui ai dit « Bon, faut que je te dise, il s'est passé quelque chose ». Je lui ai annoncé ma grossesse et elle a explosé de joie en disant que c'est génial, elle va être grand-mère. Et elle a envoyé des messages à toute la famille pour leur annoncer. Moi, j'ai reçu des messages de félicitations. Et je lui ai dit, mais attends, je sais pas ce que je vais faire, en fait. Et elle m'a dit, mais bien sûr que tu vas garder ce bébé. De toute façon, si tu le fais pas maintenant, tu le feras plus tard. Donc, autant que ce soit maintenant. Et puis, venant d'une famille religieuse et elle-même qui est assez pratiquante, la question de l'avortement ne se pose pas, en fait. Le géniteur de Nina, on est restés 3 ans ensemble, on s'est séparés et je l'ai contacté quelques temps, 2 semaines après qu'on se soit séparés, peut-être quelque chose comme ça. Et je lui ai annoncé ma grossesse. Lui, au départ, il voulait que j'avorte. Moi, je savais pas encore, parce que j'étais encore sous l'emprise de ma mère. J'étais un peu entre les deux. J'arrivais pas à réfléchir par moi-même. Donc, je lui ai dit que je savais pas encore, mais que ça pencherait plus pour je vais sûrement la garder. Après, j'ai fait des échographies et il m'envoyait des messages. Donc sans qu'on s'écrive, il m'envoyait des SMS pour me dire « Tiens-moi au courant quand tu auras fait l'échographie, est-ce que tu connais déjà le sexe du bébé ?» Enfin plein de questions un peu comme ça. Jusqu'au jour où je lui dis qu'en fait je vais pas avorter. Et là il m'a dit en fait je vais pas prendre mes responsabilités, j'en veux pas. Et voilà, depuis silence radio. Quand je dis que j'étais sous emprise de ma mère, du coup c'est par rapport au fait que moi j'ai été maltraitée pendant toute mon enfance, mon adolescence, ainsi que ma sœur, mon petit frère et mon papa qui était homme battu du coup. Disons que j'étais un peu comme sa marionnette avec moi, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, j'allais toujours dans son sens, elle pouvait décider de, même toute petite, de plus me parler pendant des semaines, de m'ignorer comme si j'existais plus, et le lendemain faire comme si de rien n'était. T'es une femme, tu dois être mère, en plus tu dois être dans une relation hétéro-cis, bien normée. En fait on n'a pas trop le choix. Et dès petite, on n'a pas le choix. Quand j'ai eu Nina dans les bras, du coup, j'ai rien ressenti. Je pourrais même pas expliquer pourquoi, mais il y a eu plusieurs facteurs de toute façon. Je me suis sentie hyper seule, comme si j'avais accouché pour elle et qu'au final, je m'étais pas écoutée, que j'étais juste une mère porteuse ou j'en sais rien. Et ensuite, on me l'a ramenée, on me l'a posée sur moi et j'ai caressé le visage de manière vraiment mécanique. Comme si c'était ça qu'il fallait faire et je savais pas quoi faire d'autre. Les premières semaines, ça allait. Je m'en occupais correctement, je faisais du cododo avec elle, je m'étais bien renseignée un peu partout sur plein d'articles différents pour voir comment on s'occupe le plus parfaitement possible d'un petit bébé, d'un nourrisson. C'est au fur et à mesure des mois en fait que ça a commencé à de moins en moins bien aller. Mon copain, il nous a rejoints aux 3 mois de Nina du coup. Mon nouveau copain du coup, Alex. Qui est cité dans le livre. C'est au fur et à mesure que lui, il m'a appris comment faire avec elle aussi.
Je postais des photos sur les réseaux sociaux pour montrer que ça va, je pense. À tous ceux qui m'avaient encouragée, à tous ceux qui m'avaient félicité de garder ce bébé, fallait que je leur montre que coucou, en fait j'ai réussi, vous aviez raison et tout se passe super. Et en fait, ça se passait pas super et je comprends même pas pourquoi les gens n'ont pas vu ça sur mon visage. Je faisais peut-être 40 kilos. Quand Nina avait 1 an à peu près, j'ai fait une tentative de suicide. Parce que ça allait pas, parce qu'il y a tout qui est retombé. J'ai atterri en réanimation à l'hôpital. Quand j'étais en réa, ma maman est venue à côté de moi et m'a chuchoté dans l'oreille qu'elle allait me prendre Nina, qu'il fallait que je me fasse soigner, qu'elle allait demander à ce que je reste à l'hôpital parce que tout simplement j'étais malade et que je pouvais pas m'occuper d'un enfant. Et là en fait ça m'a juste fait tilt et je me suis dit mais tu peux pas faire ça en fait. Et je me suis dit mais elle est où? Est-ce qu'elle est avec toi? Est-ce que machin? Je sais juste que j'avais reçu un appel d'Alex pour me rassurer, me dire qu'il était avec la petite, qu'il s'en occupait bien. Ensuite entre-temps je suis rentrée à la maison, suivie par des psychiatres, psychologues et des infirmiers venaient à domicile pour me donner des antidépresseurs. Alex s'en occupait, il sortait avec elle pour que je puisse dormir. Je restais dans le noir toute la journée, du matin au soir. Personne n'était là, j'avais rien. J'étais vraiment seule. Juste Alex, mais je me rendais pas compte à ce moment-là que je lui faisais vivre tout ça du coup. Et que j'abandonnais complètement déjà mon rôle en fait de mère à ce moment-là. Et jusqu'au jour où je me suis dit en fait là je peux pas rester comme ça. Je me suis levée, j'ai dit que je voulais plus prendre mes médicaments. Et j'ai appelé une assistante sociale qui me suivait depuis le début de ma grossesse pour lui dire venez prendre Nina parce que ça va pas du tout. Elle a pris tout de suite au sérieux, elle a pas cherché à comprendre. Elle m'a dit que la semaine d'après, elle pourrait nous envoyer quelqu'un si on pouvait attendre la semaine d'après pour m'apaiser quelques jours avec Nina, vu qu'à ce moment-là, j'avais vraiment personne pour la faire garder. C'était tabou dans ma famille, j'osais pas le dire que ça allait pas à ce point-là. Et une semaine plus tard, elle est arrivée avec du coup la famille d'accueil de Nina pour la récupérer. J'ai déjà cherché des informations pour savoir s'il y a des parents qui aimaient pas leur rôle en fait tout simplement, enfin, qui arrivaient pas à s'y prendre, qui n'avaient pas de sentiments pour leurs enfants, mais je trouvais pas grand chose en fait, ou en tout cas pas de représentation de personnes de mon âge, avec une histoire comme la mienne, ou tout simplement avec le fait de pas avoir envie d'enfant. Et en fait je me reconnaissais nulle part. Donc c'est pour ça aussi que je pense que j'ai beaucoup culpabilisé longtemps et que j'ai eu du mal beaucoup à en parler, parce que tout simplement c'est tabou. Il faut pas dire ça, c'est une honte en fait d'abandonner son enfant, c'est juste impensable. Je me suis dit que j'avais plus honte. C'est un peu compliqué, j'ai dû faire du travail avec une psychologue de l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. J'ai travaillé sur moi avec la travailleuse sociale qui nous suivait avec Nina. Alex a eu son rôle à jouer là-dedans aussi, en me rassurant, en me disant que de toute façon c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour elle, ça c'est sûr. Je l'ai fait placer à ses 1 an à peu près et j'ai arrêté de la voir à peu près 1 an et demi. Parce que je me forçais toujours à vouloir créer ce lien en fait. Et jusqu'à ce que je me dise ok, on arrête, faut pas être plus égoïste et lui donner de faux espoirs comme moi j'ai pu en avoir avec ma mère déjà. J'ai pris le temps de réfléchir avec la psychologue sur l'importance de cette décision et surtout sur si j'étais prête à me dire que je pourrais plus demander de nouvelles de Nina, je pourrais plus avoir de photos, je pourrais plus rien savoir, comment elle grandit, sa première rentrée, c'est poussé dedans, enfin, tout ce qu'on est censé savoir en tant que parent, ça c'est sûr, je pourrais plus le savoir et je l'ai accepté, c'est pour ça que j'ai signé, pour lui donner une chance de vivre sa propre vie en fait. Donc on parle jamais de mauvais père, mais toujours de mauvaise mère, donc titre approprié. Je raconte mon histoire pour aider un grand nombre de personnes. Déjà des personnes qui se reconnaissent peut-être dans ma propre histoire, dans le fait de s'écouter eux-mêmes, parce que s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est qu'il fallait s'écouter. Si on dit qu'on veut pas d'enfant, peu importe la raison, on veut pas d'enfant. Pour aider des enfants qui ont été adoptés, peut-être à s'imaginer ce qu'auraient pu leur laisser leurs parents une fois qu'ils aient été placés, pour montrer un autre visage des services de protection de l'enfance aussi, qui ont été plus que présents, formidables, des familles d'accueil aussi, qu'il n'y a pas que des mauvaises familles d'accueil. Je sais ce que je dis, je connais celle de Nina et c'est la meilleure famille qui soit. Et du coup j'ai dédié ce livre à Nina pour lui faire comprendre plus en détail déjà sa propre histoire, même si bien sûr elle aura pas qu'un livre, elle aura
sa lettre, ses albums, photos avec d'autres explications, des choses qu'elle aura juste pour elle, que j'exposerai pas. Parce qu'elle a le droit aussi d'avoir des petits trucs que pour elle. Mais c'était principalement aussi pour qu'elle se dise plus tard que j'ai réussi à en parler, pour peut-être lever un tabou dont personne parle. Le fait de confier son enfant pour le protéger. De pas le garder et se dire non, en fait ça va aller, ça va bien se passer, et puis je sais pas, ça commence par une insulte ou une claque et on regrette, et puis au final ça recommence. Ça peut aller très vite en fait quand on se sent pas bien dans son rôle, et je pense que si elle verrait ça plus tard, elle se dirait que sûrement j'ai fait le meilleur choix.